12 500 et ça concerne quoi? Ça concerne les primes de technicité, les primes de santé publique et les primes d'astreinte, quelque chose comme ça. Donc ça va de 72 500 à 26 000 répartis, enfin, à échelons divers, hein, selon les groupes. Donc, il y a un premier groupe, il y a un deuxième groupe dont les primes sont entre 56 000, quelque chose comme ça, et le troisième groupe 41 000 et le quatrième groupe 21 000, quelque chose comme ça. Professeur La grève des syndicalistes de la santé publique a été peine perdue. Ils ont réitéré qu'ils se rendent dans la rue les 15 et 16 janvier prochains. Monsieur le ministre, nous constatons que c'était la guerre d'usure. En 2016, nous avons eu à faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de groupes de travail, mais les résultats sont mitigés. Donc, par la voix des camarades que vous aviez entendus et qui nous ont donné mandat de signer le mot d'ordre de grève, je vais déclarer ici que la grève aura bel et bien lieu lundi. Rêver que de penser que tous les problèmes doivent être résolus en ce moment. Non, on le disait tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, les revendications étaient nombreuses. Tout à fait. On le disait tout à l'heure, il y avait plusieurs revendications. Ici, on a résolu le problème des primes, simplement. Et maintenant, il y a la question de salaire et tout le reste dont le personnel médical parle tous les jours, les revendications qui restent extrêmement nombreuses. Il va falloir les résoudre au fur et à mesure. Je me dis, on a commencé par les primes, je crois qu'il faut encore attendre, qu'il faut attendre 15 ans, 20 ans encore pour qu'on en arrive à résoudre le problème de salaire, alors améliorer les conditions de travail et autres de ces travailleurs-là, du secteur médical. Maintenant, en réalité, j'ai eu l'opportunité de parler aux médecins, je parle aux médecins tout le temps. Il y a un véritable changement paradigmatique dans le domaine de la santé qui s'opère dans le monde. Et le Cameroun ne veut pas s'arrimer à ce changement-là. Okay? On n'a pas besoin de grands plateaux techniques pour assurer la santé de la population. Okay? Ce qu'il faut faire, c'est comprendre ce qui existe et faire de la prévention. La prévention coûte moins cher que le traitement. Okay? Si vous faites de la prévention, ça suppose qu'il faut d'abord reformer, c'est-à-dire que recycler le personnel médical. Parce que un jour j'ai dit aux médecins que la médecine c'est l'art de guérir. Mais malheureusement, certains médecins sont des gens qui pratiquent l'art de tuer. Et c'est un peu ça le problème. Parce que il était à la tête d'un rassemblement de partis politiques qui a géré, qui avait en main la gestion de la transition, du pouvoir de Joseph Kabila, à qui on avait donné. Il était à la tête de cette coalition de partis d'opposition qui était en négociation avec le pouvoir de Kinshasa par rapport à la nomination d'un premier ministre. Mais il se trouve qu'il est mort juste quelques temps avant que... Parce que les discussions, il faut préciser que les discussions se poursuivaient quelques temps avant sa mort. Oui. Et il était l'une des têtes de proue. Il était le président de la coalition. De la coalition, justement. Oui. Et il se trouve que la mort, la maladie et la mort ont eu raison de lui. Toutes les parties prenantes. C'est ça qui est dramatique dans cette affaire. Rodrigue Tchokora, quand on regarde le parcours de cet homme politique qui a été Premier ministre sur Mobutu, après il a retourné la veste pour le combattre, surtout en 1967, de bonne mémoire, quand il crée son propre parti, il a signé à résidence surveillée. Il y a toute une espèce d'énigme et de tracasserie qui s'est organisée autour de ces personnes. Quand on regarde son parcours politique, est-ce qu'avec sa mort, le paysage politique congolais peut encore être le même? Un arrêté portant aménagement d'un carré spécial d'une superficie de plus ou moins 500 mètres carrés sur l'espace compris entre l'entrée latérale et l'entrée principale du cimetière de la Gombe, destiné à recevoir la dépouille du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba.
tout le monde savait, ça faisait l'unanimité, que c'était l'homme qu'il fallait en face de Kabila. Bon, maintenant que Kabila est parti, ils n'ont peut-être pas préparé ça. Ils ne s'attendaient pas, à ça. Préparé l'après Tshisekedi pour savoir qui pouvait être celui qui devait prendre la place. Bon, maintenant, son fils essaie de tirer les marrons du feu, c'est normal, en disant que bon, voilà, il vaut mieux que ce soit toujours l'UDPS. Et tout le monde sait qu'à l'UDPS, après Étienne, c'était Félix, c'est-à-dire après le père, c'était le fils. Donc, il est de bonne guerre que l'UDPS insiste et exige d'ailleurs qu'on nomme Félix Tshisekedi comme Premier ministre et que les choses se fassent. Bon, Tshisekedi représentait ce rapport de force-là. Tout à fait. Il faudrait que notre leader émerge de l'autre côté-là pour essayer de le contrecarrer. Sinon, je pense que le Congo va encore s'enliser davantage dans des problèmes. Après le départ du général Koundé et tout ça. Un dernier mot pour sortir, Rodrigue, tu crois, de ce sujet? Michael Tikio. Non, j'ai juste souhaité au peuple congolais, la RDC, de connaître au moins une transition dans sa vie, une transition qui se fasse de façon pacifique. Et je voudrais également il faut également que les opposants congolais comprennent que Félix Tshisekedi, s'il venait à être nommé même le président, le président du Conseil national de transition, ce n'est pas lui qui sera Premier ministre. Absolument, c'est vrai, le président du Conseil national de transition qui doit nommer le Premier ministre. Donc Étienne Tshisekedi, s'il était là, la charge lui serait revenue de nommer le Premier ministre. On se rappelle bien quand Bozizé est parti du pouvoir, il a été remplacé par Catherine Panza Samba Panza. Il y a eu une période de transition. Il y a cette transition-là. Cette transition. Plus ou moins bien gérée par cette dame-là. Transition, et moi je me rappelle encore bien des colonnes de chars, de blindés qui allaient vers la République centrafricaine pour pacifier le pays. Oui. Parce que la Séléka vient installer Michel Djoutodja. Tout à fait. Et puis il y a les forces de la MINUSCA, parce qu'avant la MINUSCA, il y avait les forces sangaris et tout, qui ont d'une manière ou d'une autre arrêté cette guerre-là entre la Séléka et les anti-Balaka. Voilà. Et après, maintenant, il y a la pacification de la France qui arrive avec les blindés. Donc, moi, je me pose la question, pourquoi après la transition, après les élections, on se retrouve encore dans une situation de départ. C'est comme si on est retortu au point de départ. Tout à fait. Et on se pose la question à qui ça profite. Est-ce que réellement les gens veulent que ce pays-là soit en paix? Est-ce que les gens veulent pacifier ce pays qu'on reconnaît très riche en diamants et au-delà? On se pose la question, qui est-ce qui est derrière, tapis dans l'ombre et qui veut s'aimer la bagarre dans ce pays? Parce que coloniales, des puissances coloniales qui justement sont alimentent cette espèce de guerre. Ces espèces de guerre tribale, parce que ça a été toujours le cas. Et puis aujourd'hui, malgré les élections démocratiques, ça n'en finit pas. Parfois même, ce sont les groupes pro-religieux contre un autre groupe. Au temps de Bozizé, on accusait justement le groupe des anti-Balaka qui était... Il suffit d'être musulman en Centrafrique pour... Donc, cela suffit même, c'est un péché déjà. C'est les cas qui voulaient absolument défendre les intérêts musulmans dans le pays. Et on se demande, mais finalement, où est-ce que va ce pays? Un pays dont on dit pourtant qu'il est riche avec des ressources minières. Et c'est là son ballon finalement. Pourtant, c'est un pays pauvre. Je dis que la Centrafrique, à côté du Cameroun, c'est un pays extrêmement pauvre. Moi, je connais des Centrafricains qui viennent ici au Cameroun faire des achats. C'est-à-dire que c'est un pays pauvre même sur le plan vestimentaire, même sur le plan alimentaire. Donc, des Centrafricains qui viennent ici au Cameroun chercher de quoi manger. Vous voyez un peu. Ils ne sont pas les seuls. Alors que il y a beaucoup de voisins viennent s'alimenter au Cameroun. Ça, c'est sûr. Ça, on dit que notre pays, c'est un pays riche. On va en rester là. Michael Tikio, Faustin Archange Touadéra, qui redemande à la MINUSCA de revenir en Centrafrique, ne donne pas là un signal qu'on peut interpréter facilement, c'est-à-dire que ceux qui l'ont déposé au pouvoir, parce qu'une élection n'est jamais aussi simple que ça. Nous allons changer ça. Ce n'est pas en 5-6 mois que tout va revenir comme si il n'y avait pas eu une crise. Or, la République centrafricaine a vécu une crise très profonde de l'histoire de notre pays. On n'a jamais vécu une crise aussi. Il y a eu des crimes vraiment d'une rare violence, des destructions. Et nos communautés sont complètement divisées.
l'unité nationale est ébranlée. Ce n'est pas en 5 mois qu'on va changer tout ça. C'est de manière progressive. Et il y a eu des actes qui ont été posés. Aujourd'hui, nous avons commencé à travailler sur le processus de désarmement, de démobilisation. On a mis en place un dispositif. Je vous en prie, c'est une question importante. Parce que certains font de la démagogie. Pourquoi? Parce que tellement poreuse voilà. que... Bon, maintenant, je suis d'accord avec vous pour ça que les choses ne vont pas très vite. Oui, bon, mais il faut que les choses aillent rapidement, progressivement. Vous convoquiez la communauté internationale pour les aider. La MINUSCA est bien sur place. Et c'est pour ça que je décriais le départ de Sangaris. Albert lui semblait s'en réjouir tout à l'heure que Sangaris s'en aille. Beaucoup ont demandé que Sangaris s'en aille parce que c'était des Français. Oui, mais après, ils ont eu des accusations à l'appel, des violations par-ci et tout ça, qui ne sont pas venus redorer le blason d'une telle force quand même. Également, la MINUSCA, des soldats de la MINUSCA a été également accusés dans ces affaires de viol et de mœurs là. Donc, moi, je pense que les choses vont peut-être lentement, mais elles avancent tout de même. Et je voudrais vous dire que Touadéra, le président Touadéra qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un monsieur qui se bat énormément pour que ça change. Souvenez-vous, il a organisé des galas en Europe, à l'Union européenne et tout, pour demander de l'argent, expliquer le problème voilà, et tout. Il y a eu des collectes de fonds et tout pour venir relancer l'économie du pays. Il y a une grande volonté politique quand même, mais il reste que la situation est tendue dans le pays. Qui n'est pas soutenu par ceux qui soutiennent d'habitude. Peut-être le retour à la Sénégambie. Après la prise de pouvoir par le président Adama Barrow, il allait faire allégeance à son mentor Macky Sall, puisque c'est lui qui l'a installé au pouvoir finalement. Après que Yahya Jammeh lui ait reconnu sa victoire avant de refuser par la suite, il a été finalement installé par l'ensemble des forces ouest-africaines. Un exemple légal qui soit. Plus légal, donc il y a de ce fait la coopération qui s'impose. Il faut aussi reconnaître que Macky Sall a beaucoup œuvré pour l'élection de Adama Barrow. Tout à fait. Vous faites bien de le reconnaître. Pendant les périodes de troubles où Yahya Jammeh s'obstinait à rester au pouvoir, il a beaucoup soutenu Adama Barrow. Mais il faut aussi reconnaître que... Il soutenait plus la démocratie qu'Adama Barrow. Oui, je vous comprends. Je vous comprends. Ce que nous avons tendance à oublier, c'est que généralement, c'est un problème qui est arrivé à ATT au Mali. Oui. Au moment où il voulait partir de pouvoir, on fait un coup d'État. Non, il avait 3 mois. Il a encore 3 mois pour partir de pouvoir. Certains comprennent pourquoi. Alors, on crée un coup d'État alors que le type veut partir de pouvoir. Il avait annoncé, je m'en vais. Oui, je m'en vais, et puis il y a un coup d'État. Donc, c'est ce qui arrive à Yahya Jammeh là-bas. Hein? Il y a des élections, c'est qu'il a perdu. Il dit, ok, je te félicite, c'est bon, moi j'ai perdu. Et après, on met pression sur lui, on dit, bah, on va il faut que tu parles le lendemain. Il ne fallait pas que tu partes comme ça, il faut qu'on montre que tu es un diable, que même tu ne peux pas c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas un moyen de sauver sa face. Ça te permet. Juste après que Yahya Jammeh ait reconnu qu'il a perdu et qu'il s'en allait, que Yahya Jammeh commence... Parce que la communication était en direct. Yahya Jammeh, Adama Barrow commence à dire qu'il sera traîné à la CPI, à la Cour pénale internationale et bien d'autres. Rassurez-vous, quelqu'un dans ces conditions-là, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est être sûr au moins que son départ sera encadré par un certain nombre de choses. Tout le monde sait qu'il y a eu de pires crimes contre l'humanité du moment où Yahya Jammeh était au pouvoir en Gambie. Et tout ce qui pouvait l'attendre après l'exercice de son pouvoir, ce n'était que la justice. Donc, il a donc entendu cette communication-là d'Adama Barrow qui, non, naturellement, fait peur. Quand on vous dit on vous traîner à la CPI et tout, il sait ce que c'est que les lendemains lui réservent. Et naturellement, il a donc dû se baser sur ça pour dire, bon, d'accord, si c'est comme ça que vous allez me traiter après, je reste. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre l'exemple de l'autre, de ce président kenyan, dont le nom m'échappe un peu, qui a été un redoutable dictateur. Merci. Qui était un redoutable dictateur dans son pays, mais qui aujourd'hui vit au Kenya sans problème. À un moment donné, il va à l'église tous les dimanches matin. Voilà, il s'est décidé à partir. Il est parti tout simplement et aujourd'hui, il vit de façon calme. C'est pareil pour Mathieu Kérékou. Il n'y a pas eu plus dictateur que lui. Mais après, il s'est reconstruit notre vie et puis il est revenu au pouvoir par la suite. Adama Barrow n'aurait pas dû se lancer très tôt dans ce type de déclaration et tout. Et bon, maintenant, il
décide de revenir à la CPI, pour moi, c'est une très bonne chose. Je pense que le retrait des pays africains de la CPI, c'est une très très mauvaise chose. Non, on doit rester dans cette Cour pénale internationale, même si on estime que c'est un tribunal qui juge les Africains. Je pense qu'il faut qu'on reste, au moins ça peut dissuader les dictateurs africains qui se livrent à n'importe quoi, tuent des populations comme ils veulent et tout le reste. Au moins ça peut les faire peur. Sauf que ne poursuit jamais, sauf que ne poursuit jamais les gens qu'on doit poursuivre. La preuve que nous avons dans la main, c'est l'histoire Laurent Gbagbo, Blé Goudé, c'est pas ça qui fait débat aujourd'hui. Nous allons voir les premiers pas du président Adama Barrow. Qu'on puisse les résoudre. La relation Gambie-Sénégal est une relation spéciale. À nul autre pareil dans le monde, en raison du fait, en raison de la géographie. La Gambie est un petit pays enclavé dans le Sénégal. Depuis la fermeture des frontières, les véhicules qui veulent rallier la partie sud du Sénégal doivent contourner la Gambie et faire un détour d'environ 500 km. Face à cette situation, la Gambie a depuis fait marche arrière en annulant l'augmentation des droits d'entrée. Mais les Quand on n'aime pas son pays, on va travailler à défendre les intérêts des autres. Vous suivez mon regard. Donc il va falloir qu'ils se mettent à la tâche économique de se battre pour relever le défi, relever l'économie de ce pays qui a été, ma foi, on s'est dit qu'il a été pillé pendant près de 22 ans par Yaya Jammeh. Il doit se mettre au travail, que de se jeter à dire qu'il va se mettre à poursuivre celui-ci. Je pense que ça ne lui sert pas, ça ne servira pas à la Gambie. Il faut qu'il se mette à la tâche de reconstruire la Gambie.